Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce second webinaire qui s'intitule « Pratique de la mesure du CO2 dans les établissements ». Je suis François Pétrélis, je suis chercheur CNRS en poste au laboratoire de physique de l'École normale supérieure. Et avec Florence Elias, qui est professeure à l'Université de Paris, nous allons animer ce webinaire. Il est enregistré et il sera diffusé ensuite sur le site Savoir ENS. Vous pouvez poser des questions dans le chat et nous y répondrons soit à la volée, soit dans la séance de questions à la fin du webinaire. Je commence par rappeler quelques points du webinaire précédent. Donc, nous avions discuté le fait que désormais, la contamination par la COVID-19 via des aérosols est reconnue. Et on peut à ce sujet citer l'éditorial de Nature du 2 février de cette année, que j'ai trouvé traduit sur le site de Du côté de la science en français. Je vous lis les phrases rapidement. 1 an après le début de la pandémie, les preuves sont désormais claires. Le coronavirus se transmet principalement par l'air, par les personnes qui parlent et expirent de grosses gouttelettes et de petites particules appelées aérosols. Attraper le virus à partir de surface, bien que plausible, semble être rare. Les aérosols s'accumulent dans les espaces confinés et une façon simple de lutter contre la pandémie est donc d'aérer efficacement pour évacuer les aérosols. On aère souvent insuffisamment et en mesurant le taux de dioxyde de carbone, on va parler de CO2, on peut évaluer la qualité de l'aération et donc l'améliorer. Depuis le premier webinaire, il y a eu quelques évolutions, notamment une consigne pour la restauration en entreprise recommandée par le ministère du Travail qui a été éditée le 4 février 2021. Je vous la lis. En l'absence d'un système de ventilation mécanique, assurant un renouvellement de l'air suffisant permettant d'être en dessous d'une mesure de 800 ppm en période d'affluence, j'aère en continu ou si cela est impossible, j'aère plusieurs minutes par heure. Par ailleurs, depuis notre premier webinaire, retours nous ont été faits de mesures dans les écoles. Les résultats sont hétérogènes, mais on observe un nombre non négligeable sur la quantité de données que nous avons, environ 20% de cantines scolaires, où les taux de CO2 sont trop élevés et une aération efficace est nécessaire. Nous avons aussi eu beaucoup de demandes d'informations, et c'est donc pour répondre à ces demandes que nous organisons ce second webinaire, pour lequel nous nous sommes placés dans la position de quelqu'un qui veut mettre en place des mesures de CO2 dans un établissement scolaire. Et nous allons donc fournir quelques éléments de recommandation dans le domaine de l'aération qui seront donnés par M. Roubaty du Haut Conseil de la Santé publique. Puis, M. Courtier et M. Moranton vous présenteront comment acheter et étalonner son détecteur. M. Semin parlera de comment faire les mesures, puis les mesures avec le détecteur, puis quelles mesures prendre, comment améliorer la ventilation. Et enfin, Bertrand Maury vous présentera des façons d'aller plus loin sur l'analyse des données. Et avant de commencer les présentations, nous allons diffuser l'échange réalisé avec M. Frémiot, maire de Heidevillers, commune d'Alsace. Il a été précurseur sur le sujet et son action est très inspirante, donc je propose de commencer par ça. Bonjour Monsieur le maire. Plusieurs articles de presse ont relayé que vous avez mis en place des mesures de CO2 dans votre école. Pouvez-vous nous préciser où cela a été fait et comment vous avez eu l'idée de cette action ? Bonjour, donc oui, je suis maire de Heidevillers et président de la communauté de communes Sungo au sud de l'Alsace. Alors, la connaissance des détecteurs de CO2, eh bien, nous l'avons eue à la rentrée de septembre 2020, lorsque nos voisins allemands ont décidé d'équiper leurs écoles de ces fameux détecteurs. Nous nous sommes donc dit, tiens, si ça fonctionne chez nos voisins, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas ça dans notre école ? Et donc, nous avons acheté un premier détecteur de CO2 pour tester ce geste barrière qui consiste à aérer, puisque nous avons également appris à la même période que le virus pouvait se transmettre par aérosol. Alors, comment cela s'est-il passé en pratique et quel bilan tirez-vous du déploiement dans cette école ? Alors, en pratique, eh bien, nous avons, comme dit, acheté ce détecteur de CO2. Nous sommes un peu renseignés pour savoir quel était le taux de CO2 à peu près acceptable dans un espace clos. Et là, nous avons appris qu'effectivement, à l'air ambiant, eh bien, nous étions à 450 parties par million, ppm, au niveau de l'air.
Et dans une salle, eh bien, nous avons dit que l'on ouvrira les fenêtres à partir de 1000 ppm. C'est ce que nous avions un petit peu lu en nous renseignant. Et donc, l'institutrice, la directrice d'école, était très motivée pour faire cette expérience. Et donc, ça a été mis en place. Et à partir de 1000 ppm, eh bien, un élève choisi au début du cours ouvre les fenêtres. Du point de vue éducatif, est-ce que vous avez vu des effets auprès des élèves? Alors oui, effectivement, il y a deux aspects dans cette expérience. Le premier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement de savoir quand aérer, puisque le protocole donnait 2 heures puis 1 heure entre deux périodes d'aération. Et là, ça nous a permis d'aller plus loin que le protocole, que nous respectons bien sûr scrupuleusement. Et puis, le deuxième aspect, c'était effectivement un aspect plus pédagogique à destination des élèves. Et je dois dire que de ce côté-là, eh bien, nous avons eu de très bonnes surprises. Ils ont été très sensibilisés. La maîtresse a expliqué également ce qu'était le CO2, pourquoi le taux augmentait. Enfin, il y avait un aspect pédagogique autour de cela. Et il y a un point qui m'a fait très plaisir aussi, c'est qu'un enfant de retour des congés de Noël eh bien, m'expliquait que quand il avait ses grands-parents à table, eh bien, il allait régulièrement ouvrir la fenêtre pour aérer. Donc, vous voyez, ça a aussi un impact très positif pour que nos enfants comprennent bien quels sont les gestes barrières et notamment celui d'aérer. Au point de vue des contaminations, avez-vous vu un effet? Alors, très honnêtement, nous avons une école de 60 élèves, donc c'est difficile d'en tirer des conclusions hâtives, mais les faits sont les suivants. Effectivement, à la rentrée scolaire, nous avions même dû fermer notre école parce qu'il y avait eu quelques cas au niveau de nos classes. Et depuis l'arrivée du détecteur de CO2, nous n'avons pas eu de cas. Mais encore une fois, il faut être très prudent et pas en tirer des conclusions, puisque les enfants peuvent également se contaminer en dehors de l'école. Mais les faits sont effectivement avérés. Depuis l'utilisation du détecteur de CO2, nous n'avons pas eu de nouveau cas. Bon, cela a débuté il y a plusieurs mois. Quelle est la situation actuelle dans votre commune et dans votre communauté de communes, du coup? Alors, sur la base de ce test que j'ai qualifié de plutôt encourageant et de plutôt réussi au sein de ma commune, à Aiguillers, eh bien, comme je suis également président de la communauté de communes Soungo, qui compte 64 communes sur notre territoire au sud de l'Alsace, j'ai proposé à mes collègues maires d'équiper l'ensemble de nos écoles de ces capteurs. Ils ont répondu par l'affirmative. Et donc, nous avons commandé 160 capteurs que nous allons recevoir après les vacances d'hiver et qui seront déployés sur l'ensemble de nos territoires. On y joindra une petite notice à destination des enseignantes et des enseignants pour qu'ils sachent utiliser l'appareil et puis savoir effectivement quand il y a lieu d'ouvrir. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Voilà. Alors, je vais prendre la parole. Donc, on remercie encore monsieur le maire de Aiguillers pour ce premier retour d'expérience qui est un exemple réussi de déploiement d'un capteur de CO2 dans une école. Donc, maintenant, alors le premier exposé en direct de cette série sera donné par Jean-Louis Roubati, qui est donc Jean-Louis Roubati bonsoir Jean-Louis. Il est professeur honoraire à l'Université de Paris et à l'Institut de physique du globe de Paris. Et il est également professeur à l'Université Victoria de Melbourne. Et monsieur Roubati est membre du Haut Conseil de la santé publique. En particulier, il est membre de la commission spécialisée dans les risques qui sont liés à l'environnement. Et puis, depuis 1 an, il participe activement au groupe de travail Covid et notamment à toutes les recommandations qui sont liées à l'aération des locaux. Donc à ce titre, donc Jean-Louis Roubati va nous parler des éléments de recommandation dans le domaine de l'aération. Voilà, donc je vous laisse faire le partage d'écran. Est-ce que ça fonctionne? Bonsoir à tous. Je vais intervenir avant mes collègues qui vont vous parler des capteurs et de la mesure de CO2 comme outil d'optimisation de l'aération des locaux.
Comme vous avez vu, je suis membre du Haut Conseil. Une telle approche est non seulement applicable aux locaux que nous connaissons bien dans les écoles et universités. Je pense aux amphithéâtres, je pense aussi aux salles de cours, aux cantines et restaurants universitaires. Mais on pourrait étendre cette approche à des locaux qui ne sont pas des locaux liés à l'éducation. En effet, ils peuvent faire partie de la panoplie des outils disponibles. Pour les autres locaux recevant du public, je pense aux lieux culturels. On parle beaucoup à la télévision ces jours-ci de la réouverture des musées, pourquoi pas. Donc théâtre, musée, cinéma, mais aussi peut-être on a parlé des cantines scolaires, pourquoi pas parler de restauration collective du privé et du public, et aussi on peut envisager l'application de ces éléments-là à certains équipements sportifs. Bon, ce transparent a pour but de rappeler que les bonnes pratiques que vous connaissez bien, vous connaissez tous la distanciation, les masques d'isolement, sont toujours prioritaires. Je dis bien toujours prioritaires. La contamination à courte distance ne peut pas être facilement gérée par simplement l'aération. Vous vous doutez très bien que si vous avez un émetteur et un récepteur, quelqu'un qui émet des aérosols ou des gouttelettes, et vous êtes face à lui à 1 mètre, 1,50 m, vous allez prendre dans la figure directement les aérosols. Et ça, quelle que soit la ventilation, on n'aura pas d'impact. La ventilation aura un impact peu important sur cette contamination à courte distance. Donc, on ne peut pas gérer ça à courte distance par simplement l'aération. Les bonnes pratiques, comme la filtration, les bonnes pratiques qu'on vient de voir à l'instant, mais aussi pour la filtration de l'air, peut jouer un très grand rôle. Il n'empêche que la mesure du CO2 reste l'un des moyens les plus économiques et les plus simples pour optimiser l'aération ou la jauge dans une salle quelconque. Je ne parle pas de jauge, c'est combien je mets d'élèves, combien je mets de clients dans un restaurant, combien je mets de visiteurs dans un musée, etc. Okay? Bon, ce transparent que vous retrouverez, parce que vous pourrez télécharger cette présentation, évidemment. Ce transparent, on retrouve tous les outils disponibles. L'environnement utilisé autour de la gestion du risque. On va trouver les masques et respirateurs, donc ça s'appelle le PI. On peut réduire à la source, on peut aérer, on peut filtrer, et puis pour éliminer les gouttelettes et les aérosols émis par un émetteur qui peut être vous ou moi selon si nous sommes contaminés. Un rapide transparent sur les masques. Donc j'ai mis sur ce transparent en rouge, vous le voyez, ce qui me semblait important. On parle souvent de respirateurs ou les masques FFP2, FFP3, N95, KN95, tout autre. Donc, ils doivent être impérativement sans clapet. Un clapet, c'est quelque chose qui vous aide à respirer, à refouler l'air vers l'extérieur, donc de in vers out. Donc, pas de clapet parce que vous allez pouvoir contaminer par le clapet le milieu de votre environnement. Un point aussi important, ne pas confondre efficacité au laboratoire du média filtrant et l'efficacité sur votre visage. Quand vous achetez un masque, vous voyez des 95%, 97%, 97%, voire 100%. Ça, c'est les performances du média filtrant, qui peut être textile, polypropylène ou tout ce qu'on veut. Et la performance du média filtrant n'est pas la performance en vrai de votre masque. Parce qu'une fois qu'il est posé, s'il est plus ou moins bien posé, vous avez des fuites en périphérie du masque, vous allez avoir donc un rendement qui va s'effondrer. Et bon nombre d'études anglo-saxonnes ont montré que des fois le rendement pouvait tomber de 50%. C'est-à-dire qu'un masque à 90-15% peut être en fait un masque à 50% d'efficacité, parce que l'air fuit à côté. Donc, comme vous le voyez en bas sur le transparent, le masque doit être adapté au visage. On voit souvent des enfants avec des masques de type chirurgical, les masques bleus, qui sont généralement une taille unique. Donc, le masque est très grand par rapport aux enfants. Donc, il faut adapter le masque à la taille des enfants quand on peut, pour avoir aussi un volume mort le plus faible possible, qui stocke un peu de CO2 derrière le volume mort. Voir aussi pour les masques un peu spécialisés, le dernier guide AFNOR, SPEC 70001,
qui est téléchargeable sur le site AFNOR, vous pouvez y aller quand vous voulez, hein, qui vous donne les préconisations pour les masques qui auront un rôle, qui peuvent jouer un rôle pour faciliter les activités sportives. Bon, on va voir maintenant un certain nombre de transparents qui reprennent pour partie une conférence que j'ai faite il y a quelques semaines dans un congrès en Asie, hein, sur le suivi du CO2. Et le CO2, qui dit CO2 dit aération, et avec le CO2, nous avons l'un des maillons dans la prévention du risque. Alors, deux transparents un peu techniques. Publication de l'université allemande, celle de Berlin, hein, qui a cherché à montrer le lien qu'il peut y avoir entre le CO2 dans un local et la quantité de particules dans le même local. Donc, on s'aperçoit dans les particules, vous allez avoir évidemment les particules, les poussières qui peuvent se trouver naturellement provenant de l'extérieur ou provenant de notre vie de tous les jours dans le local, mais aussi les particules, des aérosols contaminés. On voit tout de suite que la quantité que CO2 et particules, il suffit de mesurer, de mettre en même temps les deux, mettre en parallèle les deux courbes, on voit que les deux courbes se superposent. Le transparent suivant montre que lorsqu'on joue sur la quantité de CO2 dans la pièce, on va permettre, si on est dans une certaine pièce, ça va retarder le moment où on va inhaler une quantité énorme d'air potentiellement contaminé. Donc, moins j'ai de CO2, plus mon local sera aéré et moins je vais inhaler de particules, qu'elles soient contaminées ou pas contaminées. On les appelle aérosols ou particules minérales, ou ce que l'on peut trouver dans une pollen, etc., que l'on peut trouver dans une salle de classe, un amphi ou dans un restaurant. Là, j'ai deux transparents qui, issus de ma conférence. Reprenant celui-là, reprend l'approche internationale qui a été reprise il y a quelques années par le NIOSH CDC, le CDC Atlanta, Hierarchy of Control, qui a voulu hiérarchiser. C'est une approche qui est utilisée dans chaque fois que vous avez des dangers. Hein. On part, au lieu de faire un raisonnement avec Covid, raisonner avec un gaz toxique à effet immédiat. Il est évident que le masque va jouer un rôle important, mais ventiler la pièce, fermer la bouteille dans le laboratoire qui laisse s'échapper le gaz toxique, c'est plus important. Donc, il y a une démarche logique depuis l'élimination jusqu'au PPE. PPE, c'est les équipements de prévention individuelle, donc c'est le masque. Vous avez sur le côté, sur la droite du transparent, vous allez avoir les règles que nous avons, sur lesquelles nous avons travaillé avec mes collègues anglo-saxons sur une application qui relève de l'université. Mais vous pouvez, dans votre établissement, faire un peu la même pyramide. Allez, si vous voulez charger la pyramide de base, vous pouvez aller sur Wikipédia ou aller sur le site du NIOSH CDC aux États-Unis, etc. Hein? Ça, c'est un autre transparent qui reprend une pratique de la façon de gérer la causalité des accidents. C'est le modèle de Reason, okay, ou le Swiss Cheese Model, okay, qui montre que lorsqu'on est face à un danger, face à un problème, c'est l'accumulation de petites barrières qui va conduire à la disparition ou à l'atténuation l'atténuation du problème. Okay? On est face à un air contenant des aérosols avec du Covid. Vous pouvez gérer ça. Vous avez vu, on a démarré dans cette approche qui, là aussi, j'ai fait avec plusieurs collègues asiatiques et australiens. Okay? On part de la vaccination. On va avoir la distanciation physique, la ventilation, et la ventilation vient très tôt, et le CO2 joue un rôle majeur dans l'optimisation de la ventilation. Il y aura aussi, on n'en parle pas aujourd'hui, mais il y a la filtration de l'air. On peut éliminer les particules de l'air, dont les aérosols, par filtration avec un filtre suffisamment performant. Et puis, après, vous aurez l'hygiène des mains et les masques. Puis petit à petit, vous partez du virus jusqu'à
c'est l'accumulation de ces barrières, les trous du gruyère suisse, quand tout est en face l'un à l'autre, bah, si, ça passe partout, mais plus vous mettez de barrières, moins vous aurez de problèmes. Encore de transparent pour rappeler un peu les recommandations qui reprennent celles que nous avons ressorties au Conseil santé publique et qui ont été maintenant reprises, comme ça a été dit tout à l'heure, par le ministère du Travail et récemment par le ministère de l'Éducation nationale. Hein. Donc, quand on veut, là je ne vous parle que du renouvellement d'air. Hein. Le renouvellement d'air est un petit peu le mouvement d'air dans les locaux. Le Haut Conseil, nous avons demandé notre avis suggérait d'aller au maximum à 800 ppm de CO2. Hein. Vous vous doutez très bien que plus je suis bas en CO2, plus il y a d'aération. À l'extérieur, comme le rappelait tout à l'heure monsieur le maire, vous avez 400-450 ppm de CO2. Pour ma commune, 410, 415. Okay, et vous avez une valeur qui plus elle est élevée dans un local quelconque, elle sera un indicateur de la jauge, du nombre de personnes présentes dans le local, de l'activité physique, parce que la production de CO2 est liée aussi à l'activité physique. Hein, et ça permettra de mettre en place des analyseurs et de déclencher, d'optimiser la ventilation mécanique quand on en a une. Et souvent, elle est insuffisante. Elle est calée sur les RSDT, c'est-à-dire Règlement National Sanitaire, soit aérée. Nous sommes partis, nous, en suggérant une aération de 3 à 4 minutes toutes les heures, mais c'est peut-être très insuffisant. Il faut peut-être monter à 6-7 minutes. Monsieur le maire le rappelait tout à l'heure, c'est que malgré l'aération, ça dépend de l'emplacement des fenêtres et des mouvements d'air dans les locaux, et ça sera rappelé dans quelques minutes. Donc, il faut parfois aérer plus. Le REVA, qui est l'organisme européen regroupant la profession, les chercheurs, les ingénieurs du bâtiment, un peu tout le monde, hein, est sur la même ligne que ce que préconise actuellement le Haut Conseil santé publique. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de l'éducation nationale, bon, je vous ai mis le lien pour le site, pour le document qu'a sorti le ministère. Okay, donc, l'idée, c'est le ministère suggère d'équiper les établissements scolaires de capteurs, hein, d'optimiser, tout est décrit dans ce document, je ne vais pas le reprendre, vous le trouverez facilement en téléchargement. Ok, hein, mais on peut aller au-delà, c'est-à-dire qu'on ne gère pas avec uniquement le CO2 les mouvements d'air qu'il peut y avoir dans un local. Nous parlions tout à l'heure de contamination directe entre deux personnes, mais le fait de modifier la recirculation de l'air avec des cloisons écrans, je vous donne l'exemple en bas, vous avez vu la Corée, mais, et regardez au-dessus l'aménagement d'un document, l'aménagement d'une salle de restaurant, de restaurant d'entreprise, ou ça pourrait être un resto U. Hein. Vous voyez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et ce qui est bon, et le positionnement, le cas échéant, d'écran. Là, vous avez 4 personnes face à face, il y a un écran entre les deux de face à face, et un écran latéral, pour faire que si vous êtes porteur du virus, le mouvement d'air partira de votre respiration et montera de manière verticale et sera repris par la VNC ou la ventilation naturelle. Voilà. C'est terminé pour moi. Merci. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez des questions, on se retrouvera tout à l'heure, ou vous pouvez poser vos questions par écrit. Et peut-être au fil de l'eau, je traiterai vos questions. Merci. Merci beaucoup, Jean-Louis. Oui, d'ailleurs, effectivement, il y a des questions auxquelles vous avez en partie répondu. Donc, aérer les salles, enfin, il faut aérer les locaux, mais l'aération, c'est en plus des gestes barrières comme le port du masque, enfin, surtout le port du masque. Donc, bien aérer son local ne signifie pas qu'il faut enlever son masque, c'est-à-dire la réduction de particules inhalées les effets vont s'ajouter lorsque vous portez un masque. C'est pour ça qu'à la cantine, lorsqu'on ôte le masque,
on doit ôter le masque pour déjeuner ou dîner. Hein. Quelque part, l'absence de masque, on a quoi comme barrière, comme moyen de lutte? On a l'aération et on aura, le cas échéant, les éventuelles cloisons. Vous avez des centaines d'exemples et même la Hollande est en train de reprendre la même approche de cloisonner. Ce n'est pas toujours élégant, ça crée des barrières, mais en mettant des cloisons transparentes. Taïwan, qui est un pays leader, cloisonne aussi, et dans les restaurants. Et puis, mon autre pays le fait de plus en plus. OK ? Voilà, très bien, merci. Donc voilà, en tout cas, en aucun cas, l'aération qui est très importante ne se substituera aux autres gestes barrières. C'est la somme de tous ces gestes qui va permettre de réduire le risque de transmission du virus. Par ailleurs, alors on a entendu des seuils également. Donc tout à l'heure, on entendait, enfin le maire de Heidwiller parlait d'un seuil de 1000 ppm de dioxyde de carbone à pas dépasser. Le Haut Conseil parle d'un seuil de 800 ppm. Donc, alors, pour rappel, ppm, ça signifie partie par million, c'est-à-dire que 800 ppm, ça signifie que vous avez 800 molécules de CO2 pour 1000 molécules, pour 1 million, pardon, de molécules d'air. Donc voilà, donc les seuils de 800 à 1000 ppm, c'est des seuils qu'on recommande de ne pas dépasser lorsque, donc dans vos salles de classe, lorsque les élèves et l'enseignant portent des masques. En revanche, il y a des endroits où ce n'est pas possible, comme les endroits les lieux de restauration, où on est forcé d'enlever son masque. À ce moment-là, nous, on recommande toujours plutôt de baisser ce seuil pour atteindre des seuils de plutôt autour de 600 ppm, sachant que plus le seuil se rapproche du taux de CO2 qu'on peut avoir à l'extérieur, et plus vous allez réduire de manière très importante les risques de contamination. Voilà, donc dans les cantines, réduire ce seuil en tout cas, et puis augmenter la distance entre les personnes. On recommande une distance entre personnes de à peu près 2 mètres. Voilà, donc le Haut Conseil à la santé publique recommande d'aérer les locaux, et pour vérifier la bonne ventilation des locaux, il recommande de se munir de capteurs de CO2. Donc maintenant, alors moi imaginons que je suis responsable d'établissement scolaire, donc je suis convaincue, je voudrais appliquer les recommandations du Haut Conseil de la santé publique, mais j'aimerais acheter un détecteur de CO2, mais alors que choisir, lequel prendre, comment faire mon choix. Donc, pour ces questions très pratiques qui ne vont pas manquer de se poser dans les moments qui viennent, c'est Pascal Morenton et Jean-Michel Courty qui vont parler maintenant pour essayer d'y répondre. Donc, Pascal Morenton est directeur de la Fabrique à Centrale Supélec sur le campus de Paris-Saclay. Et Jean-Michel Courty est professeur de physique à Sorbonne Université. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup Florence. Donc, je suis Jean-Michel Courty, professeur de physique à Sorbonne Université. Et Pascal? Oui, effectivement, je suis directeur de la Fabrique et on fabrique et on étudie les capteurs de CO2 depuis quelques mois. Alors, pour cet exposé, en fait, je me suis mis dans la peau d'un directeur d'école qui voulait équiper son école. Et en fait, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le séminaire qu'on a fait il y a 15 jours. Et que si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir. Et dans ce séminaire, Pascal nous a donné des recommandations. Et je me suis donc dit, tiens, je vais suivre ces recommandations pour acheter un capteur. Et donc, je suis allé sur Internet pour acheter mes capteurs. Alors, la première recommandation de Pascal, c'était de se dire, bon, si vous voulez directeur d'école vraiment sérieux et tout ça, il y a un seul capteur qui vaille, c'est le Classer, pour des raisons qu'il expliquera, et notamment le fait que c'est un capteur qui a été calibré, dans lequel on peut avoir confiance. Alors, j'ai voulu acheter ce Classer, j'ai commencé à taper sur Google, etc. Et puis, alors, en fait, on n'en trouve pas sur Amazon, on n'en trouve pas dans les revendeurs. En fait, c'est un capteur, pour l'acheter, il faut aller sur le site du fabricant. Voilà, il y a 2 ou 3 revendeurs, mais c'est des prix bien plus chers. Et donc, voilà, site du fabricant, pires.com. Et puis, je me dis, tiens, je vais l'acheter. Alors, il y a toutes les descriptions, tous les trucs. Ce qui est super rassurant, c'est qu'on voit que c'est une entreprise qui travaille avec l'Éducation nationale. Ils ont des documents pédagogiques. Il y a des capteurs avec trucs pédagogiques. C'est pour dans les classes, etc. Enfin, c'est vraiment super bien étudié. Et puis, pour l'acheter, on ne peut pas l'acheter. Enfin, si, on peut l'acheter, mais pour l'acheter, en fait, il faut faire un devis.
il faut rentrer tout ça, etc. Alors, je me suis dit, OK, bon, si vraiment j'avais une école, je vais en acheter, parce qu'en plus, ce qu'on demande, ce n'est pas en acheter un, c'est combien vous en voulez de chaque type, etc. Je vais revenir en arrière. Combien vous voulez en acheter de chaque type, etc. Donc, moi, je me dis, si on est vraiment décidé qu'on veut le faire, etc., bah, c'est super parce qu'en plus, avec un devis, eh ben, c'est tout fait pour commander pour une école, une municipalité, une collectivité. C'est nickel. Pour un particulier, acheter un classeur, c'est pas très facile. Donc, je me suis dit quand même, je vais aller voir s'il n'y a pas autre chose que je peux trouver chez Google. Et comme Pascal nous avait donné des conseils, je vais les appliquer. Donc, chez Google, je fais la recherche. Vous voyez, je tombe sur plein de trucs, etc. Et puis, alors, en regardant dans les détails, si vous faites ça, vous voyez, j'ai mis détecteur CO2, et ben vous voyez que, attention, ça propose pas que des détecteurs CO2. Alors là, celui-là, vous voyez, il n'était pas cher, on se dit c'est super, mais vous voyez que c'est un détecteur de monoxyde de carbone. En fait, vous avez deux gaz qui apparaissent quand on a la combustion. Quand on a une combustion incomplète, c'est le monoxyde de carbone, CO. Et ça, il y a des détecteurs de ça parce que quand il y a des mauvaises conductions, ça c'est des risques d'hypoxie, etc. C'est pas top du tout. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est des détecteurs de CO2. Donc, si vous voulez acheter un capteur, la première chose à faire, c'est vérifier que c'est bien quelque chose qui va détecter le dioxyde de carbone et pas le monoxyde de carbone. Bon, alors ensuite, je continue. Je ne vous mets pas les capteurs parce que voilà, on n'a pas envie de faire de mauvaise publicité ou de quoi que ce soit. En revanche, je vous mets les petites notices techniques que j'ai trouvées. Et alors, celui-là, il allait été bien. Le prix paraissait raisonnable. Et puis, je vois, utilise un module de détection électrochimique professionnel. Bon, bah, ça ne va pas. Pascal nous a dit, hors du NDIR, point de salut. Il faut un capteur NDIR. S'il y a marqué, alors, il y a certains capteurs, il n'y a rien de marqué. Ceux-là, je les ai éliminés tout de suite. Voilà. Mais il y en a certains, il n'y a pas d'info. Bah, s'il n'y a pas d'info, tant pis, on ne prend pas. Capteur NDIR, là, électrochimique, on ne prend pas. Et puis, il y en a d'autres, c'est marqué MOX, on ne prend pas. Bon, alors, je continue ma recherche. Et puis, j'en trouve un qui a un machin. NDIR. Capteur NDIR infrarouge, non dispersif, nouveau type de capteur infrarouge. Voilà. Et puis, dessus, alors après, il y avait NDIR. Et Pascal nous a dit, ce qui est super important, c'est le calibrage. Et celui-là, c'est écrit, fournit deux modèles de calibrage, un calibrage manuel et un calibrage automatique. Alors là, je me suis dit, c'est celui-là, il était vers une centaine, 150 €. Je me suis dit, celui-là, c'est peut-être pas mal. Hein. Donc, en fait, bah, maintenant, je vais arrêter le partage et je vais demander à Pascal, est-ce que finalement, si en faisant mes recherches, je tombe sur un truc comme ça, ça peut le faire? Oui, alors tout ce que tu viens de dire, je souscris. Tes recommandations et tes conclusions sont les bonnes. Le dernier capteur que tu vas trouver a toutes les qualités requises a priori pour faire un bon capteur. Donc maintenant, il faut l'acheter et puis le tester pour voir si effectivement la mesure est exacte et fiable. Donc voilà. Donc j'aurais un, on regarde. Si c'est pas NDIR, on prend pas. Si on peut pas calibrer, on peut pas. Et sinon, ben il faut tester. Absolument. Donc, en complément de ce que dit Jean-Michel, je vais vous faire un focus sur pourquoi c'est important d'étalonner, de calibrer le détecteur. Donc, c'est ce qu'a présenté en partie Jean-Michel. Donc, j'ai une petite présentation pour ça. Voilà, donc, normalement. Et donc, je vais tenter de répondre à deux questions. C'est pourquoi et comment étalonner un détecteur de CO2. Et puis, je vais illustrer ça par deux exemples et un troisième, on va dire trois modèles, deux modèles du commerce et puis un modèle fait à la fabrique. Donc, on retrouve le classeur, dont on a déjà parlé, un deuxième modèle qui est la Ranet 4 et puis un modèle fait maison à la fabrique. Alors, en fait, il y a trois questionnements, trois points que je vais évoquer. Donc, c'est pourquoi on étalonne un capteur. Donc, ça, je vais redire rapidement ce que j'ai dit lors du dernier webinaire. Je vais développer la façon dont on peut étalonner un capteur avec les trois méthodes principales. Et puis, je vais faire une synthèse pour vous donner quelques critères de choix basés sur ces éléments. Alors, premièrement, pourquoi étalonner un capteur? Parce qu'en fait, quand on reçoit des capteurs, par exemple, dans la photo qui suit là, alors c'est une photo que j'ai récupérée sur Internet, hein, ce n'est pas moi qui ai fait les tests. Je prends la précaution de le dire parce que notamment les modèles qui sont représentés, je ne les connais pas, donc je ne peux pas dire, je peux pas les recommander ou pas. Hein, c'est juste pour illustrer le propos du fait que quand on reçoit, par exemple, trois exemplaires d'un même modèle, quand on les met en marche, ces trois détecteurs peuvent donner des résultats différents. Donc là, on voit le premier 1174, le deuxième 1130 et le troisième 1328. Donc
on aura tendance à penser que le troisième détecteur indique une valeur erronée. Ça peut être simplement un problème d'étalonnage, on le verra tout à l'heure. Donc, c'est important de bien avoir en tête qu'un capteur ne fonctionne, un détecteur ne fonctionne bien que s'il est correctement étalonné. Donc, attention, c'est un point très important. Autre exemple, qui est tout récent, j'ai commandé un capteur Aranet 4 qu'on recommande, nous, à la fabrique. Donc, on l'a commandé le 10 février, on l'a reçu avant-hier, ou hier même, tout récent. Donc, il est là, je vous le présente, hop, à l'écran. On l'a mis en marche, aucun problème, c'est un très bon produit, très bonne facture. Et puis, il m'a affiché une valeur en intérieur de 994 ppm. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est mais est-ce que cette valeur est exacte? Voilà. Et comme je viens de l'expliquer, il peut y avoir parfois des étalonnages qui sont mal réalisés. Donc, la chose la plus simple pour vérifier ça, c'est d'aller dehors. Et comme on l'a déjà dit précédemment, dehors, on a une valeur de taux de CO2 qui varie entre 400 et 430 ppm. Et quand je l'ai mis dehors, qu'est-ce que j'ai remarqué? Que ce capteur Aranet 4 que je venais de recevoir, en fait, m'affichait une valeur de 510 ppm. Donc, ça veut dire que la valeur affichée n'était pas bonne. Et il y a un problème de calibration. Voilà, c'est un très bon produit, mais il y a un problème de calibration. Il faut que je le recalibre, en fait. Et puis, pour information, j'ai comparé la valeur affichée par l'Aranet 4 à l'intérieur dans mon bureau avec la valeur affichée par le classe R, qui est un produit dont je vais reparler un peu plus tard. Et puis, on voit que les deux n'indiquent vraiment clairement pas la même chose. Donc, une différence de plus de 200 ppm, donc significative. Donc là, ça veut dire que l'un des deux n'est pas bien, soit les deux, soit l'un n'est pas bien calibré, il m'affiche une mesure inexacte. Donc, attention, un détecteur de CO2 ne peut fonctionner correctement que si on s'assure de sa calibration, de sa bonne calibration. Alors, c'est tout simple à comprendre, c'est comme une balance de cuisine. Une balance de cuisine, on doit la tarer, on doit l'étalonner avec un petit système. Là, ici, un système mécanique. Les systèmes électroniques ont aussi un mécanisme de tarage, de calibration. Donc, c'est pareil, avec un détecteur de CO2, on va calibrer le système. Donc, comment on fait? Alors, j'ai fait un petit déroulé pour vous expliquer comment on fait. Et puis, il y a 3 méthodes, en fait. Alors, il y a la méthode en usine où, en fait, on ne fait pas grand-chose. C'est le fabricant qui le fait. Il y a un mode de calibration d'étalonnage manuel et puis un mode automatique. Alors, la première méthode est la plus confortable pour nous, utilisateurs, puisque c'est quelque chose qui permet de… Enfin, on n'a rien à faire. C'est-à-dire que l'exemple que je prends, c'est le classe R. Donc, par exemple, ici, le classe R, j'en ai un. Alors, je confirme, nous, c'est l'école qui s'est dotée de ce classeur, donc on a émis un bon de commande suite à un devis. Donc, effectivement, en tant que particulier, c'est peut-être un peu plus compliqué de se procurer. Et puis, le classeur arrive avec un certificat d'étalonnage usine. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si on le voit, qui a signé ce rapport, donc un engagement formel de l'entreprise qui indique qu'après étalonnage, alors je ne vais pas détailler, mais l'exactitude du système est certifié par ce document. Voilà. Donc, quand il arrive, le fabricant nous dit qu'il a été étalonné en usine avec un dispositif qui n'est clairement pas à disposition d'un particulier, puisque ça nécessite d'avoir des environnements étalonnés à certains niveaux de ppm. Voilà, je vais rentrer dans le cas. Donc ça, c'est la solution évidemment la plus confortable et la plus sûre. Et c'est pour ça que nous, à la fabrique, on recommande que chaque établissement se dote d'un détecteur de ce type, parce que là, on est sûr de la bonne valeur lue. Voilà, c'est important. Deuxième type d'étalonnage, c'est l'étalonnage manuel. Alors, l'étalonnage manuel est très simple à faire, en fait. Donc, je vais prendre l'exemple du Aranet. Donc, à gauche, vous avez la valeur qu'il affichait quand je l'ai reçu à l'extérieur, à 510 ppm. En fait, il y a une commande, alors soit avec un petit switch physique sur le boîtier, soit avec une application, ici je le fais avec l'application Bluetooth, qui déclenche un processus d'étalonnage du système. À partir de ce moment-là, on n'a rien à faire, sinon d'attendre. Alors j'ai dû attendre 10-15 minutes. Il y a un processus qui se déclenche et le capteur va se réétalonner automatiquement. Et on voit qu'après le processus d'étalonnage, en fait, le capteur indique 416 ppm, qui est une valeur plus cohérente avec ce qu'on attend. Donc ça, c'est parfait, puisque après cette étape d'étalonnage, on peut considérer que le système est exact. Et
on peut recommander de faire cet étalonnage manuel au moins une fois par semaine. Pascal, Oui. là, tu dis que c'est un étalonnage manuel. En fait, il n'y a rien à faire, quoi. C'est automatique. Exactement, Jean-Michel, c'est une très bonne remarque. Parce que tout de suite, est-ce que je suis désolé, mais moi, je suis un peu théoricien et tout ça. Tu dis manuel, je me dis, oh là là, va falloir faire plein de trucs compliqués, regarder, machin ci, machin ça. En fait, je vais dehors, je dis, calibre-toi, et puis c'est bon, quoi. Exactement, voilà. Et puis là, on voit 1 sur 43, en fait, c'est un numéro qui s'incrémente pour nous dire à quelle étape il est. Donc, grosso modo, l'étalonnage manuel te permet d'aller prendre un café, ce que j'ai fait, et attendre que ça se passe. Voilà. Ah, j'aime bien le travail manuel comme ça. Donc, effectivement, on dit étalonnage manuel, mais en fait, c'est un étalonnage où il n'y a aucune intervention de l'opérateur pendant le processus même. Et puis, alors, du coup, après étalonnage, ben, en fait, j'ai remis le RANET après calibration à côté du classeur. On voit qu'avant, donc, il y avait une différence de 28%. Et puis après étalonnage, ben, sans surprise, les deux détecteurs affichaient une mesure très proche, moins de 1% d'écart. Donc, on peut considérer que les deux détecteurs affichent une mesure exacte et sont tous les deux bien étalonnés. Voilà. Donc, le classeur, vous avez compris, fait figure ici des talons. Et puis la RANET est un produit que j'ai dû réétalonner pour le rendre cohérent avec la valeur donnée par l'État. Troisième élément, donc, alors, pardon, on a aussi à la fabrique, on fait des petits détecteurs comme ça à feu tricolore. Je ne vais pas y revenir parce que ce n'est pas l'objet du webinaire. Et en fait, sur nos détecteurs, on a un bouton de calibration manuel qui est ici, en fait, qui est basé sur le même principe. On l'active, on va dehors, on attend un quart d'heure et puis le détecteur est calibré. Donc voilà, vous voyez en gros plan ce fameux petit switch qui permet de basculer soit en mesure, soit en calibration, selon ce que l'on veut faire. Donc nous, c'est très important d'avoir ce petit dispositif. Dernier mode, qui est un mode dit automatique. Alors là, j'ai fait une copie d'écran de la doc de la RANET que j'ai traduite. Donc, il y a un petit switch qui permet de passer de manuel en auto. On voit que le constructeur lui-même préconise plutôt de passer en mode d'étalonnage manuel, dans le doute. Voilà, donc, pourquoi? Parce qu'en fait, l'état de calibration automatique suppose que le capteur voit régulièrement un niveau bas de CO2, comme s'il était à l'extérieur. Grosso modo, le constructeur vous dit en automatique, il faut quand même le mettre dehors de temps en temps. Donc, bon, moi, je considère qu'autant maîtriser le processus et le faire manuellement, volontairement, plutôt qu'en mode automatique. Voilà. Mais c'est un mode qui existe normalement et qui permet normalement de garder l'étalonnage. Synthèse. Comment faire un choix de capteur? En fait, on a essayé de réduire ça à un trigramme. Alors, vous connaissez tous les tests PCR et nous, on vous propose d'acquérir un détecteur NCR. Alors, pourquoi NCR? Parce que, en fait, c'est 3 critères importants pour nous. Le premier, c'est que ça doit être un capteur NDIR. Donc, Jean-Michel l'a dit, c'est-à-dire que la technologie du capteur doit être infrarouge. Voilà, ça utilise l'émission infrarouge, donc NDIR. Le deuxième, c'est que c'est un capteur pour lequel il doit y avoir des procédures très claires de calibration. Si vous trouvez un détecteur où il n'y a pas de procédure claire de calibration, il vaut mieux s'abstenir parce qu'on peut avoir un doute légitime sur son exactitude. Et puis le R, c'est robustesse. Alors, bon, c'est pour résumer aussi qu'on choisit un détecteur du fait de la robustesse du produit, mais aussi du fournisseur et de l'approvisionnement. Pour rien vous cacher, il y a aussi des produits moins chers dans des pays un peu plus lointains. On peut aussi faire ce choix-là, mais enfin, il faut être vigilant sur ces aspects de robustesse, notamment le temps de livraison, etc., etc. Au final, nous, à la fabrique, on recommande, avec notre retour d'expérience, des modèles pour simplifier le choix de certains qui démarrent dans ce domaine-là. Donc, le classeur, qui est un peu cher, 300 € très clairement, mais c'est un produit qui présente beaucoup de qualités, notamment d'être bien connu de l'éducation nationale. Donc, ça peut faciliter les choses. Le ARANET 4, qui est moins cher, qui coûte 200 €, qui est un très bon produit, voilà, avec une calibration manuelle qu'on vient de voir. Et puis le troisième, alors c'est un produit qu'on est en train de définir plus précisément, mais c'est un travail qu'on fait avec notamment Alexandre Jean-Solène, qui est très actif dans le domaine et puis qui a trouvé un capteur qui est vraiment pas mal. On vérifie juste que le distributeur qu'on va recommander est vraiment robuste.
Voilà. Donc, c'est une gamme de prix là moins chère, mais alors c'est clairement un produit avec des temps de livraison peut-être plus importants. Donc, voilà, ça fait une gamme de produits très large. Pour finir, donc, vous avez un site qui s'appelle projetco2.fr où on renote ces informations, plus d'autres, notamment les plans de fabrication de nos capteurs faits maison, et que vous pouvez consulter pour avoir plus d'informations. Voilà, j'en ai terminé. Jean-Michel, est-ce que ok, non, c'est super. Et puis ce qui est bien là maintenant, c'est la typologie. L'idée, c'est que c'est vraiment, il faut pas que le prix ce soit quelque chose qui arrête l'idée de faire du CO2. C'est-à-dire que si après tout dépend, comme on disait il y a 15 jours, tout dépend du taux de la responsabilité qu'on veut faire. Ce que je veux dire, c'est que si c'est pour décider pour une classe, vous rentrez pas, vous machin, il faut être vraiment sûr des valeurs. Hein. On ne peut pas baser ça sur un capteur dans lequel on n'a pas les calibrations et tout. Il faut du niveau A et idéalement un niveau B qui a été vérifié avec un niveau A. Ensuite, en revanche, si c'est pour découvrir comment ça marche, faire des trucs pédagogiques en classe, faire des mesures, faire des tests, etc., et ben à ce moment-là, on peut avoir des capteurs moins chers. Mais ce qui est bien, c'est de voir quand même que même si c'est moins cher, ce n'est pas une raison pour prendre n'importe quoi. Et il y a quand même moyen de trouver, avec les critères qu'on a dit, des choses voilà, moins chères, mais qui marchent raisonnablement bien et qui peuvent être relativement fiables. Très bien, tu as parfaitement résumé les recommandations qu'on donne. Ouais, bah, merci beaucoup, Pascal et Jean-Michel. Donc, c'est très clair. La méthode NCD pour NDIR, calibration, disponibilité. Je pense que le choix est, au moins pour les capteurs commerciaux, va être facilité. Donc, dans le chat, on a eu quelques questions sur les capteurs faits maison. Enfin, et sur comment les étalonner, enfin toutes sortes de questions pratiques. Donc je pense que sur le site de la fabrique, il y aura des instructions sur. Est-ce que tu peux confirmer Oui, alors juste en 2 mots, les calibrations de nos détecteurs faits maison sont identiques à ce que j'ai présenté pour la ranette et tout est indiqué sur le site. Voilà. D'accord. Donc il n'y a rien de mystérieux, c'est exactement la même chose que pour nos capteurs ne différencient en rien des capteurs commerciaux, sauf qu'on les fait chez nous. Ok, très bien. Et donc, pour avoir des informations sur le site de la fabrique, c'est les mêmes adresses que celles qui annoncent le webinaire d'aujourd'hui. Donc, je pense que ce ne sera pas difficile à retrouver pour ceux qui voudraient avoir des conseils pour fabriquer des capteurs eux-mêmes ou avec leurs élèves ou dans des projets expérimentaux. Voilà. Donc, je me permets de t'interrompre parce que je vois dans les questions des gens qui ont plein de questions pratiques. On répondra au questionnaire à la fin. Parce que d'habitude, je dis on va vous répondre, mais on fera sur les questions-réponses, sur où on les met, au machin, tout ça. Et par ailleurs, on a aussi sur le chat des fabricants, etc., de capteurs. Hein. Donc, ça vaut le coup de nous contacter pour qu'on puisse échanger et discuter après le séminaire. Oui. Merci. Alors, donc maintenant qu'on sait quel capteur choisir, la question va se poser de savoir qu'en faire, où est-ce qu'il faut que je l'installe dans ma salle de classe. On a parlé de seuil de 800 000 ppm dans une salle de classe, donc quand le seuil est dépassé, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire évacuer la salle? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Donc, et là, en fait, la mécanique des fluides, on va voir qu'elle peut nous apprendre quelque chose. Donc, je vais laisser la parole à un spécialiste de la mécanique des fluides, donc Benoît Semin, qui est chercheur au CNRS, au laboratoire PMMH, physique et mécanique des milieux hétérogènes de l'ESPCI à Paris. Voilà. Et Merci. donc, je te laisse partager ton écran, Benoît. Voilà. Oui, donc bonjour, donc je suis Benoît Semin, je suis chercheur CNRS au laboratoire PMMH à Paris. Donc je vais répondre à 2 questions. La première, c'est où placer un capteur de CO2 et après, comment améliorer la ventilation. Alors d'abord, où placer un capteur de CO2? Donc la réponse courte, c'est que ce n'est pas une difficulté majeure, c'est un peu comme un thermomètre. Alors plus en détail, il faut mettre ça à hauteur de respiration, donc à peu près à 1,50 m. Il ne faut pas le mettre à proximité des fenêtres, portes et bouches d'aération. Et il ne faut pas le mettre à proximité immédiate de la bouche d'une personne. Donc 50 cm de distance est suffisant.
par exemple, on peut placer le capteur sur une table ou sur un mur. Après, dans une pièce, on peut se demander où est-ce qu'on va le placer. Donc, il faut le placer de préférence proximité des personnes, puisque c'est là qu'on va mesurer le taux le plus élevé et évaluer au mieux le risque. Si on a une salle qui est remplie de manière homogène, a priori, la concentration est aussi relativement homogène. Donc ici, on a un exemple d'une salle d'examen avec 167 personnes. Les fenêtres sont ouvertes, la porte du fond est ouverte. On a ici le taux de CO2 pour les 4 capteurs qu'on a étudiés. Et en gros, on a des valeurs similaires, sauf pour celui qui est tout au fond près de la porte. Alors après, en fonction de la hauteur, comme j'ai dit, tout ce qui est autour de 1,50 m, ça convient. Donc ici, j'ai un exemple. On a le taux de CO2 à plusieurs hauteurs, entre 20 cm et 2,30 m. Et on voit qu'effectivement, quand on est près du sol, à 20 cm, on a une teneur qui est bien inférieure à ce qu'on a plus haut. Ça, c'est normal, puisque quand on respire, on émet de l'air chargé en CO2 qui est en aérosol et qui est chaud aussi. Donc, il va avoir tendance à monter parce que l'air chaud monte. Donc, la concentration est plus élevée au plafond. Mais ce qu'on voit, c'est qu'autour de 1,50 m, on a une valeur qui est à peu près constante. Donc là-dessus, 2 remarques. D'abord, c'est que si on veut vraiment s'assurer de ça, en fait, c'est possible. On peut mesurer le CO2 en plusieurs points. Il suffit de le déplacer, soit en hauteur, soit dans une pièce. Il faut toujours attendre quelques minutes pour que la valeur se stabilise. Et maintenant, la question que je vais répondre, le deuxième point, c'est si on voit des valeurs comme ça qui sont très nettement supérieures aux 800 ppm recommandés, par exemple par le Haut Conseil de la santé publique, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, la réponse, c'est qu'il faut améliorer la ventilation. Alors, avant d'expliquer comment améliorer la ventilation, je vais réexpliquer ce que c'est que la ventilation, parce qu'il y a eu des questions qu'on a eues qui étaient liées à un problème de vocabulaire sur ce mot de ventilation, de ventiler. Alors, ventiler, ça signifie aérer, renouveler l'air. Donc, on change l'air vicié d'une pièce par de l'air extérieur frais. Il y a un autre mot en français qui existe, c'est le ventilateur. C'est un appareil qui transforme de l'énergie cinétique fournie par un moteur en déplacement d'air. Ce qu'il faut voir, c'est que, vu ces définitions, quand on utilise un ventilateur dans une pièce avec des fenêtres et des portes fermées, ce n'est pas de la ventilation, ce n'est pas ventilé. Par contre, si on utilise un ventilateur dans une ventilation mécanique contrôlée pour apporter de l'air extérieur dans une pièce, là, c'est bien de la ventilation. Si on ouvre la fenêtre, c'est aussi de la ventilation. Donc, dès qu'on ventile, comme on renouvelle l'air, il faut qu'on va déplacer de l'air, donc ça va modifier les mouvements d'air. Alors ça, c'est quelque chose qui fait souvent peur, que l'apport d'air extérieur va pousser de l'air à un autre endroit de la pièce et provoquer des contaminations. Alors ça, il faut voir que c'est presque jamais l'effet dominant. Et quand c'est l'effet dominant, c'est un tout petit effet, c'est qu'on est déjà dans une salle excellemment ventilée. Le grand effet, l'effet dominant de la ventilation, c'est de diluer les aérosols. C'est un effet très fort. Et ça, le fait que cet effet de dilution soit important, ça c'est cohérent avec le fait qu'à l'extérieur, on peut avoir du vent qui transporte les aérosols, mais on a surtout un effet de dilution très important. Il y a très peu de contamination. Alors, pour montrer, bien insister sur la différence entre ventilation et ventilateur, je vais présenter ici un exemple, un cas de contamination dans un restaurant à Canton, en Chine, en janvier 2020. Il y avait une personne malade, ici en violet. Il y avait 9 personnes contaminées, c'est les personnes en rouge. Donc, dans ce restaurant, il y avait un climatiseur où il n'y avait aucun filtre, aucune entrée d'air extérieur. Donc, ce climatiseur aspirait l'air chaud et réinjectait de l'air froid. Et donc, ça, c'est un peu la même chose qu'un ventilateur, mais ce n'est pas du tout de la ventilation. La ventilation ici, c'est-à-dire l'apport d'air extérieur, se faisait uniquement par les portes et était très mauvais. On avait un taux de CO2 équivalent de plus de 5000 ppm. C'est le fait que ça soit mal ventilé, qu'il n'y ait pas un apport suffisant d'air extérieur qui a provoqué la contamination de nombreuses personnes. Donc là, maintenant, j'ai redéfini la ventilation. Maintenant, je vais expliquer vraiment comment améliorer la ventilation. Donc, il y a une méthode, c'est d'installer une ventilation contrôlée. Donc, à court terme, on peut ajouter ce qu'on appelle des aérateurs, donc soit sur les murs, soit sur des fenêtres. À long terme, c'est refaire une ventilation mécanique contrôlée complète. Dans les deux cas, ça nécessite d'avoir recours à des professionnels. Et il faut bien faire attention aux spécifications, donc soit de 800 ppm, soit de manière équivalente de 47 m3 d'air par heure et par personne. Alors, il y a une autre solution si on dispose déjà d'une ventilation mécanique contrôlée, c'est d'augmenter le débit. Donc ici, on a une étude de simulation numérique qui illustre ce propos. On voit un enseignant qui est infecté, 9 élèves. Dans cette salle, il y a des entrées d'air par le bas
une sortie par le haut. La ventilation est assez mauvaise, hein, on a 10 000 à 5 000 ppm. Et ce que montre cet article, c'est que les élèves sont exposés à moins d'aérosols chargés de virus si le débit de l'air augmente. Donc ça, c'est vraiment une possibilité si on a déjà une ventilation mécanique contrôlée dont on peut pousser le débit. Et donc, la méthode, pour le coup, la plus facile à utiliser dans le plus grand nombre de configurations, c'est d'ouvrir les fenêtres. Ouvrir les fenêtres, c'est quelque chose de très efficace pour ventiler. Donc ici, j'ai trouvé un des articles plus négatifs que j'ai trouvé sur l'ouverture des fenêtres, mais comme vous verrez, c'est en fait très positif à la fin. Donc on a le cas où on a un enseignant, 9 élèves, donc l'élève 5 qui est infecté, c'est une étude numérique aussi. Dans cette étude, on a des entrées et des sorties d'air au plafond, et on a une ventilation mécanique qui est extrêmement bonne. On est inférieur à 500 ppm. Donc là, dans toutes les recommandations, on conseille de ne rien faire si vous mesurez 500 ppm. Donc, malgré ça, ils ont testé 5 positions différentes de la fenêtre. Et ils ont vu que sur ces 5 positions, il n'y en avait qu'une qui dégradait un tout petit peu l'aération, qui était déjà très bonne. Qu'en moyenne, même dans cette configuration de très bonne ventilation mécanique, ouvrir les fenêtres réduit la transmission entre élèves. Donc maintenant, je vais conclure sur l'ouverture des fenêtres. Donc ici, ça, c'est des conseils qui sont donnés par l'Association européenne de ventilation, climatisation et chauffage, dont a parlé M. Roubati. Donc, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il faut ouvrir les fenêtres régulièrement, hein, même dans les bâtiments ventilés mécaniquement. Plus de ventilation, c'est toujours mieux. Et même pendant les heures de présence, il faut laisser les fenêtres partiellement ouvertes. Ça, c'est très important. On peut aérer, ouvrir les fenêtres, même en présence de personnes. Donc, ils discutent aussi des purificateurs d'air, que je ne vais pas discuter ici en détail. Donc ici, on voit un exemple, hein, ce n'est pas du tout nouveau, ces histoires d'ouverture de fenêtres. C'est en une école en Nouvelle-Angleterre au début du XXe siècle, lors d'une épidémie de tuberculose. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert toutes les fenêtres de manière constante. Donc ici, c'est une image tirée d'un groupe de chercheurs argentins qui conseillent également hein, d'ouvrir à la fois les fenêtres et les portes et d'ouvrir un petit peu toutes les fenêtres de manière constante. Alors ça, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas la seule façon d'aérer. Notamment en hiver, on peut préférer, pour le confort thermique, hein, ouvrir en grand quelques minutes, toutes les 15-20 minutes, voire un peu plus, mais pas beaucoup plus, plutôt que de manière constante comme on le voit ici. Et l'autre chose qui est très importante, c'est qu'on peut se servir des capteurs de CO2 pour savoir à quel point il faut qu'on ouvre les fenêtres ou à quelle fréquence il faut qu'on les ouvre si on les fait de manière intermittente. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Merci Benoît. Donc finalement, je viens d'acheter mon capteur de CO2 pour l'installer. En fait, ce que tu expliques, c'est que ce n'est pas beaucoup plus difficile que d'installer un thermomètre, par exemple. C'est-à-dire, il y a quelques précautions à prendre pour le placer, de même qu'on ne va pas placer un thermomètre juste à côté d'une porte ou d'une fenêtre ouverte pour connaître la température qu'il fait à l'intérieur. Il faut juste respecter quelques précautions de cet ordre pour bien placer votre capteur de CO2. Et puis si la concentration dépasse les seuils qui sont recommandés, eh ben il suffit d'ouvrir les fenêtres et c'est quelque chose qui va diluer très rapidement les aérosols qui sont dans l'air et qu'on peut très bien faire, y compris lorsque la salle est occupée par des habitants, donc, par des élèves, quoi, ou lorsque la cantine ou le restaurant est occupé par des convives. Donc, il ne s'agit pas de faire évacuer la salle dès que le seuil est dépassé. On peut ouvrir la fenêtre. Voilà, c'est bien ça. Voilà, donc maintenant, donc Bertrand Maury a partagé son écran. Donc, Bertrand va nous expliquer comment est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin en utilisant les mesures du capteur de CO2 qu'on vient d'installer et en particulier comment ces mesures vont pouvoir nous donner des informations sur l'aération d'une salle et comment on va pouvoir caractériser une salle et en particulier faire des recommandations sur le nombre de personnes, la jauge en fait qu'on peut mettre dans une salle donnée pour avoir des aérations pour maintenir un bon renouvellement, un bon taux de renouvellement de l'air dans la salle. Voilà, donc je laisse la parole à Bertrand. Merci Florence, bonsoir à tous. Je voudrais effectivement compléter ce qu'a dit Benoît par quelques considérations ciblées sur ce taux de renouvellement horaire qui a été évoqué plus ou moins diversement
plus ou moins directement dans les interventions précédentes. Je vais d'abord rappeler ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il signifie. Je vais essayer de donner quelques pistes pour des procédures qui permettent de l'estimer à partir des mesures de CO2 et surtout, puisqu'il ne s'agit pas de faire de la science purement académique, mais de savoir qu'à partir du moment où on connaît ce taux de renouvellement, qu'est-ce que ça permet de prévoir, qu'est-ce que ça permet de faire, comment l'utiliser de façon plus simple. Alors, qu'est-ce qu'il représente? Ce taux, en premier lieu, c'est important de préciser qu'il caractérise la qualité de ventilation d'une salle dans des conditions d'utilisation données, c'est-à-dire par exemple fenêtre ouverte, porte ouverte, etc., présence d'une VAC, indépendamment du nombre d'occupants. C'est une quantité vraiment afférente à la salle, intrinsèque en quelque sorte, qui ne dépend pas du public, qui ne dépend pas de l'affluence. Donc ça se définit de façon très simple, si Q est le débit d'air extérieur entrant dans la pièce, V le volume de la pièce, c'est le rapport entre les deux. Donc c'est un débit divisé par un volume, débit relativement au volume de la pièce, donc qui est exprimé en heure moins 1. Et pour illustrer sa signification, si on a un R de 3 heures moins 1, qui est une quantité assez typique pour des salles d'habitation, des salles de cours, pour une salle de 100 mètres cubes, ça signifie que 300 mètres cubes d'air extérieur vont entrer dans la pièce pendant 1 heure. Alors, petite remarque qui sera un peu évidemment simple pour les scientifiques, mais qui mérite, je pense, d'être précisée. On a un principe de dilution, c'est-à-dire que si R vaut 1 heure moins 1, donc a priori, la quantité d'air qui rentre pendant 1 heure, c'est le volume de la pièce, ça ne signifie pas que l'air a été entièrement renouvelé. C'est un renouvellement qui se fait progressivement et avec diffusion. Et donc, à la fin, on peut vérifier qu'il reste à peu près un tiers de l'air initial. Donc, il faut plus que ça, il faut plus de temps pour évacuer complètement l'air potentiellement vicié. Et donc, l'inverse de R, c'est un temps caractéristique exprimé en heures. Donc, R est égal à 3. Je reprends cet exemple, signifie qu'au bout d'un tiers d'heure, c'est-à-dire une vingtaine de minutes, l'air a été significativement renouvelé. Donc, ça donne une indication très précise sur le temps qu'il faut pour, sans qu'il y ait personne, renouveler l'air, retourner à un taux de CO2 qui soit raisonnable. Et autre exemple, pour R entre 10 et 15, c'est par exemple les quantités, les normes qui sont recommandées au milieu hospitalier. Ce temps peut descendre autour de 5 minutes. On verra un exemple tout à l'heure où on peut descendre encore plus bas. Alors, comment l'estimer? Il y a plusieurs manières pour le faire. Je voudrais parler d'une manière très simple qui ne nécessite même pas d'éditer les courbes. Vous avez vu quelques courbes présentées par Benoît tout à l'heure le taux de CO2 au cours du temps. L'idée, c'est que ça puisse être utilisable par quelqu'un qui dispose simplement d'un capteur dans une pièce et qui peut noter l'heure à laquelle on a tel ou tel taux. Donc, l'idée, c'est d'attendre un moment où on a stabilisation. Donc là, j'ai présenté 3 images. C'est des mesures qui ont été faites à 10 minutes d'intervalle. Quand vous êtes dans une situation comme ça s'est stabilisé autour de 1080, 1090. Donc, vous avez un plateau dans des conditions d'utilisation données avec un nombre de personnes fixées. Et cet écart au taux extérieur, donc qui est a priori de 400 ppm, on peut vérifier qu'il est inversement proportionnel au taux de renouvellement. Et on a une formule très précise, même qui implique un certain nombre de quantités, toutes très simples. Donc, N, c'est simplement le nombre de personnes. F, c'est la production individuelle par heure. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît. La production de CO2, c'est à peu près 20 litres par heure. Donc, dans les unités en mètres cubes, ça fait 0,02. Et V est le volume de la pièce. Donc, si on connaît ces quantités, qui ne sont pas très difficiles à mesurer, on en déduit, à partir de cette mesure sur l'écran, on en déduit le R. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait assez simplement. Alors là, j'ai repris des mesures effectuées par Florence je crois que c'était dans une salle de TD, avec 26 étudiants, un enseignant, donc effectué à cet automne-là. Donc, on avait, quand les gens voient très bien le moment où les étudiants rentrent dans la salle, et puis le taux de CO2 se stabilise au bout d'un certain temps, enfin se stabilise à peu près, à une certaine valeur. Alors, on est dans une situation ici un peu particulière, je veux dire, je n'ai pas choisi l'exemple le plus standard, puisque manifestement, on était dans une situation qui se reproduit, semble-t-il, assez souvent. On avait un couloir dans lequel il y avait un taux persistant beaucoup plus élevé que les 400. Donc, c'est 800 ppm, c'est ce que j'ai pris comme quantité de référence. Donc, autant vous dire que dans une université comme ça, si vous avez, disons, une consigne qu'il faut faire les cours à moins de 800, vous êtes forcé de fermer le bâtiment. Donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est l'écart entre le 800 et la quantité mesurée. Donc là, je trouve 1200 ppm. J'applique ma formule, tout simplement, et je trouve ici, en l'occurrence, 2,7 heures moins 1. Donc, il y a un taux à peu près raisonnable, pas très bon. Vous voyez d'ailleurs que les taux de CO2 qu'on atteint sont relativement élevés. Alors, un autre exemple, là, c'est effectué par Sylvain Faure dans le campus d'Orsay, dans le bâtiment de maths d'Orsay, d'ailleurs, si je me souviens bien, dans un bâtiment très moderne.
Donc, il y a des qualités de ventilation intrinsèques, même quand les portes et les fenêtres sont fermées, qui est relativement bonne. Donc, on peut estimer ici, là, on avait un certain nombre d'étudiants, 21. On a un petit plateau qui permet d'estimer un taux de renouvellement à 6 heures moins 1. Donc, ça fait en gros un temps caractéristique de l'ordre de 10 minutes. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand on ouvre, alors, le porte-fenêtre, c'est vraiment une porte-fenêtre. C'est une salle qui est sur un patio où on peut ouvrir en grand. On a une chute extrêmement rapide du taux de CO2 et on peut estimer le R avec toujours la même formule autour de 33, à peu près 30. Donc, ça veut dire qu'en 2 minutes, essentiellement, on a complètement renouvelé l'air. Donc, c'est important de voir qu'on est même au-dessus des normes hospitalières quand on aère en grand. Là, en l'occurrence, c'était des mesures qui ont été faites assez récemment, donc avec probablement une température assez froide dehors et donc une ventilation naturelle par convection naturelle, donc vraiment une ventilation assez forte. Et on a effectivement, donc ce que ça indique, c'est qu'en quelques minutes, on a vraiment fait chuter, on est reparti au taux nominal. Alors, comment utiliser ce taux? Alors, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on l'a mesuré, on le connaît pour une salle, encore une fois, dans des conditions d'utilisation données, c'est-à-dire fenêtre ouverte ou fermée, porte ouverte ou fermée, mais indépendamment du nombre de personnes, on peut prévoir quel sera le taux dans les mêmes conditions d'utilisation en fonction du nombre de personnes. C'est ce que j'ai fait ici. Imaginez que la personne considère que 2200, c'était trop, donc elle décide de passer à mi-jauge, à 13 étudiants. On peut calculer très simplement que la quantité, disons l'écart au taux de référence sera de 600 et donc on va arriver à un taux de 1400 ici. Et donc ça, c'est un calcul évidemment très simple, une simple règle de 3 qui peut être faite. J'ai évoqué aussi le sens en tant que temps caractéristique de ce R, plus exactement de son inverse. Si on connaît le R, donc là, c'était la valeur de 2, attendez, je ne reconnais pas le temps ici. En tout cas, c'était le calcul que j'ai fait tout à l'heure. Donc, on avait un temps caractéristique de... Là, la formule est fausse, mais le 22 minutes est correct. On a un temps caractéristique de l'ordre de 20 minutes. Donc, ça signifie que si les étudiants sortent de la salle, il faut attendre en gros 20 minutes, une demi-heure, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire si on laisse les fenêtres et portes fermées pour que la situation redevienne à peu près à la normale. Donc, ça donne, sans qu'on fasse l'expérience, encore une fois qu'on connaît ce taux, ça permet de déduire ça. Alors, un dernier, j'ai juste 2 transparents pour terminer. Je ne veux pas alourdir trop cette présentation. Juste un mot peut-être qui s'adresse plus aux étudiants en mathématiques, élèves de prépa, aux professeurs. Juste qu'on peut faire des choses, on peut aller un petit peu plus loin scientifiquement en faisant des études, une estimation plus précise de ce taux de renouvellement, en particulier par un ajustement exponentiel. Donc là, j'ai repris toujours la même courbe. On peut, il y a des petits programmes Python qui font ça, rechercher l'exponentielle la plus proche de la courbe mesurée et en déduire un taux de renouvellement de façon plus précise, plus sérieuse d'une certaine manière. Et on trouve en l'occurrence 3 heures, je vous rappelle, c'était 2,7 tout à l'heure, donc c'est tout à fait dans les normes. En fait, la méthode simple permet d'arriver essentiellement au même résultat. On peut aller un tout petit peu plus loin, je ne résiste pas au plaisir de vous donner une formule qui est un petit peu compliquée, mais qui s'applique très simplement et qui ne nécessite que 3 points de mesure. Donc, si vous avez des temps et puis 3 mesures, donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites sans même disposer de la courbe. On peut vérifier que cette mesure, elle n'est pas très facile à taper sur une calculette, mais on promet on va mettre en place une page web il suffira de rentrer les données pour avoir le résultat. Et on peut vérifier que la formule marche pas mal, juste avec 3 points. On retrouve en fait le 2,7 de la méthode Plateau de tout à l'heure. Voilà, et donc pour conclure, je voudrais juste repréciser que ce taux de renouvellement il caractérise la qualité de ventilation d'une salle intrinsèquement, en quelque sorte, dans les conditions d'utilisation données. Évidemment, il faut refaire l'expérience si on veut voir ce que ça donne, fenêtre fermée, etc. Mais indépendamment du nombre de personnes présentes, c'est facilement estimable, et quand c'est estimé, c'est une fois pour toutes, à partir de mesures simples, en une demi-heure, 1 heure, on peut le faire, et ça permet d'estimer à l'avance un taux de CO2 en fonction de l'affluence attendue. On veut faire des prédictions. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci Bertrand. Donc ce que tu expliques, c'est qu'avec ces mesures, en fait, il suffit de faire une mesure en continu de concentration de CO2 dans une salle pour ensuite être capable, alors sans ouvrir les fenêtres, pour ensuite être capable d'afficher en fait sur la salle, cette salle a toute fenêtre et porte fermée, cette salle a un taux de renouvellement de temps, ce qui permet donc, si un seuil maximum de concentration de CO2 à ne pas dépasser est de temps, alors cette salle peut contenir au maximum tant de personnes.
Et donc, c'est avec un petit peu de mathématiques et de traitement des données, en fait, on est capable d'estimer les jauges de certaines salles, enfin les jauges des salles en ayant fait la mesure une fois pour toutes dans chacune des salles. Donc, voilà. Alors, j'ai oublié de présenter Bertrand tout à l'heure, j'en suis confuse. Donc, Bertrand est mathématicien, comme vous l'avez vu. Il est professeur à l'Université de Paris-Saclay et il travaille au laboratoire de mathématiques de l'université. Voilà. Voilà, et bien, très bien. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de questions dans les questions-réponses et dans le chat. On n'a pas eu le temps de répondre directement à toutes les questions. Il y a eu beaucoup de questions très pratiques. Alors, on travaille en ce moment à essayer d'établir des protocoles, à essayer justement de faire des fiches en fait très pratiques sur l'utilisation des capteurs de CO2 pour les établissements qui souhaiteraient s'équiper de capteurs. Voilà, peut-être que je vais laisser la parole à Jean-Michel qui voudrait Et j'ajoute aussi que si parmi vous, il y en a qui ont des retours d'expérience à nous transmettre, on est super intéressés. Vous voyez que là, l'idée de notre démarche, c'est on est un collectif, on a chacun nos réseaux, nos compétences, etc. Et puis, on réussit à avancer ensemble et puis à apporter. Et l'un des points, c'est que les expériences qu'on a, c'est celles qui sont chez nous, mais on n'a pas d'expérience en collège, en lycée, dans des communes. Enfin, il y a une telle diversité de cas que tous les retours, nous, ça peut nous intéresser ou les questions pour continuer à faire progresser les choses. Alors, sur les questions, en fait, je voulais revenir, il y avait des questions sur la question du nombre de capteurs par pièce, de la position des capteurs. Est-ce que, Benoît, tu peux nous dire des choses là-dessus? Alors, sur le nombre de capteurs par pièce, souvent dans les pièces de taille normale, une salle de classe, un seul capteur va suffire. Et ça, on peut le vérifier si on veut vraiment en prenant un capteur et éventuellement en le déplaçant, en attendant quelques minutes à chaque fois pour vérifier que c'est bien homogène. Ça risque de ne pas être le cas dans des très grandes salles. Et ensuite, l'un des points que j'ajouterais, c'est que ça dépend aussi de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que vous avez vu qu'avec les mesures, en fait, les capteurs, on peut les utiliser soit pour caractériser des pièces et des ventilations, soit pour faire du suivi. Et c'est sûr que quand vous avez une grande pièce, la caractérisation, si vous avez un amphi de 300 personnes, la caractérisation, vous pouvez la faire avec 10 capteurs que vous allez répartir dans l'amphi et puis vous allez faire des mesures en parallèle. Et puis, si vous n'avez pas 10 capteurs, que vous en avez un, vous allez avoir un capteur et puis au premier cours, vous le mettrez à un endroit, à l'autre cours, vous aurez à l'autre endroit, etc. Donc, ça veut dire que, a priori, quand on veut faire de la caractérisation, on fait des mesures et puis après, on analyse. Et une fois que la pièce est caractérisée, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 capteurs si on connaît sa pièce pour pouvoir savoir s'il y a un problème ou pas. En général, quand on a caractérisé la pièce, on sait à quel endroit le capteur, on va le mettre à l'endroit où c'est le pire. Et puis, à ce moment-là, on saura ce qui se passe. Donc, c'est ça le conseil. Surtout que c'est surtout de la vérification parce que même dans des amphithéâtres, quand la ventilation est bien conçue, en fait, c'est relativement homogène. Oui. C'est souvent homogène. Hein. C'est bien de le vérifier, mais ça l'est souvent. Alors, ensuite, question sur les capteurs. Si je construis un capteur, est-il pertinent de forcer un flux d'air sur le capteur pour améliorer le temps de réponse? Est-ce bien utile? Benoît, je te laisse répondre. Je ne sais pas répondre à cette question. En fait. A priori, je dirais oui, mais je n'ai pas testé. Après, tout dépend. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait… Moi, quand j'ai fait des mesures dans mon bureau et puis en salle de cours, en fait, au niveau du temps de réponse, ce qu'on a besoin, c'est de mesurer, on va dire, avec un temps typique de toutes les 30 secondes, toutes les minutes. Le fait d'avoir le taux de CO2 toutes les 5 secondes, c'est plus du bruit, c'est plus de l'aléatoire. Quand on fait de la ventilation, qu'on ouvre la fenêtre, le temps typique de diminution du CO2, c'est 3 à 4 minutes.
Donc, à ce moment-là, ça veut dire que pendant les 3-4 minutes, on va regarder le capteur, je ne sais pas, moi, 5 ou 6 fois, ça fait tous les 30 secondes. Donc là, sur 30 secondes, le CO2, il a le temps de rentrer avec la convection naturelle et tout ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est que quand j'étais dans des pièces, là, c'était à Noël, vous allez tout savoir chez ma petite sœur. Elle avait un appartement avec des pièces avec un peu des angles, des machins, une fenêtre ouverte, une porte avec un courant d'air qui passait à un endroit, pas à un autre. Donc, quand j'ai baladé le capteur, j'ai bien vu que le taux de CO2, il était différent dans les différents endroits de la pièce. Et en fait, en gros, quand je prenais mon capteur, j'allais le poser, j'attendais 30 secondes et la valeur, elle était stabilisée. Donc je pense que vu ce qui nous intéresse, je ne vois pas d'utilité à rajouter de l'aération ou quoi que ce soit. Si on veut attendre réponse 30 secondes, 1 minute, ça marche bien. Alors, Jean-Michel, en complément de ce que tu dis, faut faire attention qu'il y a un temps d'échantillonnage qui varie d'un capteur à l'autre. Donc, par exemple, l'Aranet 4, il arrive par défaut, c'est toutes les 5 minutes. Donc, attention de ne pas être trop pressé à vouloir une lecture instantanée. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire on pose un capteur et puis il faut le laisser au repos 2-3 minutes ou 5 minutes pour avoir une valeur un peu stable, sauf évidemment quand on ouvre en grand où là, ça risque de changer assez rapidement. D'une façon générale, il faut quand même lui laisser le temps que tout ce qui se passe autour du capteur soit à peu près stabilisé pour qu'on ait une lecture fiable. Donc, par exemple, là, mes capteurs qui sont tranquillement à côté de moi, ils ont tous les deux les mêmes valeurs identiques et je sais qu'elle est exacte. Dès qu'on essaye de… Enfin, pour information, c'est vrai que naturellement, quand on arrive dans une pièce, on veut avoir tout de suite le taux de CO2. Il faut patienter un tout petit peu que les choses se stabilisent. Voilà. Là-dessus, j'ai 2 autres petites remarques. C'est que si on veut attendre de réponses rapides avec des capteurs faits maison, il faut des gros trous sur le boîtier pour que l'air puisse bien passer. Ça marche mieux. Et par exemple, avec le capteur, la boîtier qu'on avait fait à PMMH, quand on prend le RER, on voit l'ouverture des portes de façon très claire. Donc, ça a quand même un temps de réponse qui peut être assez bon. Hein. Je confirme, nous, nos capteurs fait maison, le capteur est là, il y a des aérations, donc ils sont très très réactifs en fait, puisque nous, on échantillonne, alors je ne sais pas, c'est 15 secondes, je crois, donc ils sont très réactifs. S'il y a un temps de réponse plus lent sur ces modèles-là, c'est que comme ils sont autonomes, c'est juste pour avoir une durée d'utilisation plus longue. Voilà. Alors ça peut se régler sur cette Aranet, on peut descendre à 1 minute l'étanchéité. Donc on a une actualisation qui se passe toutes les minutes. Voilà. Alors ça me permet d'enchaîner. On a des questions sur la question des capteurs maison. Parce qu'en fait, là, comme on s'est vraiment passé dans une position dans ce soir très pratique, directeur d'école, collectivité locale, etc., on n'était pas dans la perspective de personnes susceptibles de fabriquer leurs capteurs. Donc ça, de toute façon, je pense qu'on y reviendra dans un webinaire suivant, mais on pourrait quand même un petit peu dire, la question c'est, en gros, la question c'est qu'est-ce que vous pensez des capteurs faits maison? Tu me poses la question à moi, toi, Benoît, Bertrand, Florence. Déjà, les capteurs ne sont pas faits maison. On achète le capteur et on l'intègre à des microcontrôleurs de type Arduino, par exemple, ou d'autres circuits électroniques. Voilà, alors juste là un point par rapport aux personnes qui sont dans le séminaire. Là, la question, elle a été posée par des personnes qui sont intéressées par des détails techniques. Donc, on va avoir quelques minutes avec un petit peu de vocabulaire technique. Je ne réexplique pas tout. Pour aller vite, on répond techniquement à ceux qui se posent les questions techniques et après, on reviendra aux questions générales. Alors, j'illustre ce que dit Benoît. Ça, c'est un capteur fait maison. Donc, c'est le modèle Canaria de la fabrique. Voilà, il se présente comme ça. Donc, c'est un capteur qui est simplifié, c'est-à-dire qu'il y a un feu tricolore qui nous avertit du passage de certains seuils auxquels on a fait référence pendant cette présentation. Et à l'intérieur, c'est simple, il y a un capteur de CO2 qu'on trouve ici. Donc, c'est ça, un capteur de CO2. Hein, c'est ici un sensor S8. Et puis, à côté, Benoît l'a dit, on a un microcontrôleur. Donc, ça coûte 10 € à peu près. Et puis, le capteur, là, il coûte environ 25 €. Et en fait, entre les deux, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de quelques fils, 4 ou 5, ça dépend. Et on arrive à avoir quelque chose de très bonne qualité, puisque en fait, c'est le capteur qui est ici, c'est le capteur qu'on va trouver dans la Aranet. Voilà, donc on a un produit Donc en fait, quand on fait ces capteurs comme ça, fait maison avec le microcontrôleur et le capteur, justement, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir le bon capteur.
Et ça, des bons capteurs, il n'y en a pas 50 000. Absolument. Donc ça, il faut aller sur le site La Fabrique, il y a aussi sur le site Exactement. PMMH, etc. Il y a la liste. On sait qu'il y a 3 ou 4 capteurs qu'on peut acheter. Et puis, une fois qu'on a ça, en fait, derrière, c'est l'instrumentation qui va permettre de lire les informations et de les stocker. Donc c'est que et de faire les calibrages. Hein. Donc après, ça veut dire que tout ce qui est les questions de précision, de stabilité, etc., ça ne repose pas sur tout ce qu'il y a autour, ça repose juste sur ce petit capteur de 25 €. Donc en fait, enfin 25 ou un peu plus, mais donc ça veut dire que là, avec ces capteurs faits maison, comme on sait ce qu'on a acheté, j'allais dire, si on veut la fiabilité, c'est l'idéal parce qu'on sait vraiment ce qu'on a acheté. Et après, tout ce qui est le logiciel derrière, Alors, tout soit bien programmé, mais c'est tout, quoi. Ici, là, on voit, il y a un petit switch là, ici, et ça, c'est le bouton de calibration du système. Donc, c'est important de le dire. Et je vois dans le fil, effectivement, quelqu'un dit attention, il y a des questions de responsabilité. Alors, évidemment, hein, on ne met pas tous les capteurs au même niveau, justement. Donc, Jean-Michel l'a très bien dit. Hein, si vous voulez démarrer une activité de mesure et faire vos propres capteurs, rien ne vous en empêche. Après, c'est notre question de savoir ce qu'on fait de ces résultats. Voilà. Et à la fin, dans les échanges qu'on a eus, donc ce n'est pas encore des préconisations, mais la tendance qu'on a, c'est de se dire il faut avoir au minimum, quand vous faites des opérations avec responsabilité, il faut avoir au minimum un capteur de qualité 1 avec lequel, qualité A, classe A, pour lequel vous êtes super sûr, etc. Et après, une fois que vous avez ce capteur, eh ben, il va vous permettre de qualifier les autres capteurs que vous avez fait. Donc, si notamment vous fabriquez des trucs avec Arduino, je veux dire, si vous avez des trucs fabriqués sur Arduino et vérifiés régulièrement avec un classe R, ben là, ça peut faire des trucs intéressants. Voilà. Absolument. Alors, continuons dans les réponses. Il y avait des questions sur les purificateurs d'air. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que machin? Donc là c'est une question générale. C'est est-ce que vous estimez qu'on est mûr pour répondre à ces questions ou est-ce qu'on dit qu'on n'est pas mûr? Bon, c'est pas trop le sujet. Enfin, voilà. Non, mais voilà. Hein, on préfère, là encore, vous voyez, on pose la question, on est universitaire et on préfère dire on ne sait pas. Et ce n'est pas le moment. Donc, disons, pour ceux qui veulent, il y a une des références que j'ai citées dans Reva qui en parle. Donc, sur le PDF, il y aura le lien. Et voilà. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'un purificateur d'air aspire l'air, le filtre et le restitue dans la pièce. Donc, forcément, vous allez réduire le taux d'aérosol dans la pièce. Et c'est une mesure, c'est une autre mesure barrière, si vous voulez, qui va s'ajouter à l'aération, qui va s'ajouter au fait de porter des masques. Et toutes ces mesures ensemble sont cumulatives et vont conduire à une réduction du risque de contamination si une personne est contaminée dans la pièce. Donc, on n'est pas mûr peut-être pour donner des résultats quantitatifs. On est mûr pour dire que oui, c'est bien d'installer des purificateurs d'air dans une pièce. Ça réduit encore plus les risques de contamination dans cette pièce. La filtration a été évoquée dans le SCM que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc, quand on parle de purificateurs d'air, hein, c'est bien des purificateurs d'air HEPA et pas d'autres dispositifs. Hein. Ça fera l'objet peut-être un prochain webinaire. Ouais, voilà. Oui. C'est très important que vous voyez là-dessus, vaut mieux, voilà. Vaut mieux pas, à mon avis. On préfère dire pas de réponse que voilà. Pour l'instant, on a tous lu des trucs sur le sujet, on a tous juste un avis. Or, ce qu'on veut vous proposer, c'est plus que juste un avis, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vraiment vous reposer pour faire des choses. Et donc, sur la question des filtres, bah, pour l'instant, no answer. Bertrand, vous voulez dire quelque chose? Rajouter un petit quelque chose, une remarque très naïve, mais je pense, ça mérite, j'en ai discuté avec des étudiants l'autre jour, ça mérite d'être précisé. Là, le purificateur d'air, ça fait partie des choses qui vont agir sur les aérosols, mais pas du tout sur le CO2. C'est une évidence, mais tout à fait, oui. C'est-à-dire le CO2, on va garder exactement le même taux, mais pour un même taux, on aura un danger de façon difficilement quantifiable. On aura un danger qui sera inférieur. C'est comme les masques, d'une certaine manière. Le masque, je le précise encore une fois, c'est évidemment, je pense, complètement évident pour la plupart d'entre vous, mais le fait de porter un masque, ça va changer, ça va évidemment diminuer le danger parce que ça va limiter le passage, ça va filtrer une partie des aérosols. Par contre, ça n'aura essentiellement aucun effet sur le CO2. D'accord, donc, on va avoir le même taux de CO2, mais pour un même taux de CO2, on aura un danger qui sera moindre. Donc, quand on parle de corrélation entre les deux, c'est encore une fois dans des conditions d'utilisation fixées avec ou sans masque, etc.
Donc, j'espère que c'est clair. Il y a une décorrélation quand même partielle entre ce CO2, puisqu'il y a quand même des actions qu'on peut faire sur les aérosols qu'on ne peut pas faire sur le CO2. Le CO2 passe à travers. Oui. Alors, j'avais juste une remarque sur la question des amphis, qui était, oui, dans un amphi avec un grand dénivelé, le CO2 ne risque-t-il pas de s'accumuler en bas? En fait, je parle sous le contrôle de Benoît, mais j'ai plutôt l'impression que comme l'expiré est plus chaud, que l'effet de température est supérieur à l'effet de masse volumique, hein, et qu'en fait, dans la stratification, tout l'air vicié va partir vers le haut plutôt que vers le bas. Donc, souvent, c'est effectivement le cas. Après, on peut avoir des cas bizarres avec des ventilations bizarres, mais le cas normal, c'est que l'air chaud remonte. On peut rajouter qu'on a dans l'idée d'acheter une flotte de capteurs et de mettre des capteurs à différents endroits de la salle pour avoir une cartographie en sorte du taux de CO2. Donc, c'est une bonne idée. Voilà. Bien, donc écoutez, moi, là, de ce que je vois du truc, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions. Donc, le temps que chacun d'entre nous dit au revoir, si l'un d'entre vous a des questions pour lesquelles on n'a pas répondu, et ben, vous avez 30 secondes pour la poser. Et ensuite, précipitez-vous pour le live de l'atterrissage de Persévérance sur Mars. Là, on a de la pub dessus. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je vois bien qu'avec notre CO2, on ne fait pas le poids sur les rovers. Donc, bon. Il y a peut-être une question sur les retours. Il y a beaucoup de gens qui qui ont fait des mesures et qui nous proposent des données, enfin de nous faire des retours. Donc, comment faire? Alors les retours, ouais, quand j'ai parlé retour, c'est du retour d'expérience. Oui. Enfin, je veux dire, ce serait plus, nous, ce qu'on cherche, c'est pouvoir donner des conseils. Donc, la question de retour, c'est quel problème vous avez eu et quelles solutions vous ont aidé. Hein, moi, je pense que c'est de cet ordre-là ce qui nous intéresse. Vous me confirmez Tout à fait, oui. Hein, au niveau des chiffres, on n'a pas les moyens d'analyser ou de quoi que ce soit ou de donner des conseils. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est voilà, pour des mises en pratique dans des configurations diverses et variées, d'architecture diverses et variées, de petites classes, de grandes classes, etc. Voilà. Et puis de personnes plus ou moins à l'aise avec ça. Bien. Et bien sur ce, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et je vous rappelle que on diffusera la rediffusion de ce webinaire sur les réseaux et que vous pourrez le faire suivre à vos contacts. Merci à tous. Au revoir. Merci.